C'est un phénomène de grande ampleur qui touche désormais tout le territoire. Le trafic de drogue explose. C'est la conclusion d'un rapport de l'Office anti-stupéfiants qui a fuité dans la presse. En déplacement dans un commissariat parisien il y a quelques jours, Bruno Retailleau avait affiché sa détermination à lutter contre ce phénomène. Le point commun à ces phénomènes d'ensauvagement, bien souvent, c'est le fléau du narcotrafic. Et il a trouvé malheureusement, pas seulement dans les grandes villes, mais dans les villes de province, et y compris en milieu rural, qui étaient des zones et des régions plutôt tranquilles, un nouveau marché. La consommation explose en France. 3,7 millions de Français ont déjà touché à la cocaïne. Plus d'1 million l'auraient déjà fait l'an dernier. C'est près de 2 fois plus qu'il y a 4 ans. On voit que les personnes qui consomment de la cocaïne ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a des personnes des actifs, des personnes qui travaillent, qui prennent de la cocaïne pour tenir. La production mondiale est en hausse. Et la France, avec ses 5500 km de côte, l'aéroport Charles de Gaulle, le plus grand d'Europe, ses territoires d'outre-mer et son réseau d'autoroutes, est aussi une terre de transit et d'innovation. L'imagination est au pouvoir. On a eu la cocaïne pressée qui fait la coque de la valise. On a eu de la cocaïne noire, donc un petit peu comme du cacao, du café. On a eu évidemment, dans les fruits et légumes. Un phénomène qui dope les chiffres de la criminalité, selon le rapport. L'an dernier, 367 assassinats ou tentatives de meurtre en lien avec le trafic de drogue ont eu lieu en France, soit 1 par jour. Signe que le phénomène se propage sur le territoire, les actes ont eu lieu dans 173 villes différentes, contre 161 l'année précédente. L'an dernier, le gouvernement lançait en grande pompe les opérations dites Place Net XXL. En juin, la loi visant, je cite, à sortir la France du piège du narcotrafic a été promulguée. Pour quel résultat ? Malgré l'arsenal législatif et les contrôles renforcés, les narcotrafiquants font-ils régner leur loi dans certaines parties du pays ? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Mathieu Zakrzewski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé et spécialiste des politiques de sécurité au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Selon vous, le narcotrafic génère de la violence, notamment à travers la compétition entre les villes petites et moyennes. Le nouveau territoire de conquête des narcotrafiquants, dites-vous, c'est la France des villes de 50 000 habitants. À vos côtés, Fabrice Risoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'École des hautes études internationales et politiques, spécialiste de la grande criminalité et des mafias, président de l'association Crime Halt. Selon vous, les zones de trafic sont devenues hors de contrôle pour les élus locaux, mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent rien faire, même s'il y a encore des réformes à faire pour être plus efficaces contre les narcotrafiquants. Et puis Violette Lazare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service enquête au Nouvel Obs. Vous avez coécrit avec Philippe Lanier le documentaire Vendetta, qui est disponible, on peut le voir encore sur la plateforme France.tv. Selon vous, tout ce qui est lié au narcotrafic, l'argent, le bling, le côté rebelle, est devenu attractif pour certains jeunes. Une partie de la pop culture les incite à franchir les limites de l'interdit. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le mot du jour. 2, pour être précis, tsunami blanc. L'expression a été reprise un peu partout, mais c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le premier qui l'a utilisé. Il l'avait choisi pour décrire la prolifération notamment de la cocaïne sur tout notre territoire. Près de 38 tonnes saisies sur les 6 premiers mois de l'année. C'est une augmentation de 40%. Alors, tsunami blanc, comme si la France était soudain noyée sous la drogue. L'image est parlante. Mathieu Zakrzewski, est-ce qu'elle est pertinente pour autant ? Alors, bon, c'est évidemment une expression qui est très imagée, c'est une formule choc. Après, ce qui ressort de différentes sources, de différentes enquêtes, des terrains d'études que j'ai pu mener moi-même, c'est effectivement l'expansion de ces trafics sur des territoires qui jusqu'ici étaient très préservés. Jusqu'ici, quand on parlait de trafic de stupéfiants, on pensait surtout aux grandes agglomérations, aux banlieues, aux grands ensembles en fait, des grandes villes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'implantation, comme vous l'avez dit en introduction, dans des villes qui vont faire 20, 30, 40, 50 000 habitants, avec parfois des phénomènes où ces groupes issus de ces grandes agglomérations vont aller tester des marchés ailleurs. Parce que
on le sait, la consommation est extrêmement importante. Je crois qu'on vient de l'entendre, il y a plus d'1 million de personnes qui ont consommé de la cocaïne l'année dernière. Il y a aussi plus de 5 millions de personnes qui ont consommé du cannabis. Donc en fait, ça devient un produit de consommation de masse. Et il n'y a pas de raison que ce produit ne soit pas consommé ailleurs que dans les grandes villes. Donc du coup, on cherche à s'implanter là où il y a de la clientèle. Fabrice Ozoyi, pourquoi la France est-elle à ce point touchée ? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que les cartels colombiens ont décidé de faire exploser leur production depuis une dizaine d'années. Donc on a, selon les enquêtes de l'ONU, une augmentation de la production de cocaïne. Elle est corrélée au nombre de saisies qui linéairement augmente depuis 2014. Et ceci rend la cocaïne beaucoup plus accessible et disponible. Accessible, ça veut dire qu'elle est facile, plus facile à trouver. Et donc la baisse du prix en fait partie, accessibilité. Et la disponibilité, c'est qu'il y en a beaucoup sur le marché. Donc ils ont décidé d'inonder l'Europe. Ils ont un marché saturé aux États-Unis. Ils cherchent à saturer le marché en Europe. Donc, tant que le marché ne sera pas saturé, je pense qu'on aura une augmentation de la consommation. C'est ce que disent les enquêtes de consommation qui, pour une fois, sont faites en valeur absolue. D'accord. On a beaucoup joué à se faire peur en disant qu'on consommait plus, mais on est aussi plus nombreux. On a pris 10 millions d'habitants en 20 ans, donc il faut faire attention. Ouais. Mais là, en valeur absolue, c'est certain. Voilà. Donc, c'est aussi une stratégie donc, de la part des organisations criminelles qui produisent la cocaïne ou la font venir. Et pourtant, on va le voir avec vous, Natacha, c'est assez étonnant. C'est vrai que les points de deal traditionnels, les points de vente physiques, en fait, sont en baisse. On en dénombre aujourd'hui 2729 sur le territoire. C'est 32% de moins qu'en 2022. Alors, comment expliquer justement ce paradoxe ? C'est peut-être pas un paradoxe, mais plutôt une mutation. Les modes de distribution se dématérialisent. Selon une note de police du 30 juillet, la livraison de drogue à domicile est en plein essor. Les clients passent commande sur Snapchat ou sur des messageries cryptées, WhatsApp, Telegram. Ce phénomène, on l'appelle Uber Sheet ou Uber Coke. Commander un taxi, se faire livrer une pizza ou de la cocaïne, l'ubérisation du monde touche même le marché de la drogue. Alors, cette tendance, elle n'est pas nouvelle quand même. Oui, alors, c'est vrai qu'elle s'est développée avec le Darknet en 2010, mais la numérisation du trafic a pris de l'ampleur depuis le Covid et les confinements. Aujourd'hui, elle s'amplifie, elle prend de nouvelles formes avec des méthodes de distribution, disons, innovantes. Le trafic peut, par exemple, se structurer autour de locations Airbnb, c'est le Airbnb, détourner des boîtes à clés, le Airbnb Coq. On peut peut-être que vous-même, sans être un consommateur, vous avez déjà reçu des textos promotionnels, indiqués neige, marido, avec les tarifs et même un répondez stop si vous n'êtes pas intéressé, avec donc des listes de téléphones qui circulent. Alors cette ubérisation du marché de la drogue touche toute l'Europe. Violette Lazare, l'essor de ces nouveaux points de deal numériques, est-ce que ça risque pas d'être plus difficile à démanteler ? Si, c'est certain. Disons qu'aujourd'hui, l'attention qui est mise par les autorités, le focus a été de démanteler les points de deal, comme vous l'avez dit. Donc effectivement, ils ont diminué. Après, cette diminution, on le voit bien avec les nouveaux chiffres, ça n'a absolument pas entamé le volume du trafic de cocaïne sur le territoire. Et de toute façon, j'ai envie de dire, là, aujourd'hui, il y a la dématérialisation, il y a les chaînes Telegram, il y a les livraisons à domicile, il y a le dealer qui va s'installer dans les villes, les petites villes en Normandie, parce qu'on sait que là-bas, il y a une grosse consommation. Enfin, il y a eu des interpellations, il y a eu des enquêtes judiciaires là-dessus, donc on le sait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une adaptabilité assez effarante de tout ce qui est lié au trafic. Bon, c'est lié à la manne financière qui s'en dégage, évidemment. Donc, à partir du moment où il va y avoir des moyens de démanteler les réseaux, même s'ils sont dématérialisés, il y aura d'autres choses qui seront inventées. Enfin, là-dessus, c'est assez clair. À chaque fois, on voit bien, il y a des nouveaux modes d'acheminement qui sont trouvés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette dématérialisation, ça permet d'échapper un petit peu. Enfin, pour l'instant, c'est un peu un trou dans la raquette des autorités, mais ça le restera certainement pas. Le fait qu'il y ait comme ça plus de zones blanches en France, Mathieu Zagrodzki, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi la hausse de la criminalité un peu partout ? La criminalité liée et les violences liées effectivement au narcotrafic sont plutôt en hausse, encore une fois, sur des zones inhabituelles. Alors, je ne veux pas stigmatiser telle ou telle ville, mais par exemple, il y a 15 jours, il y a un jeune homme qui a été retrouvé mort à Montargis, qui est une agglomération qui fait au total une 50aine de milliers d'habitants. Alors, l'enquête n'a pas encore établi avec certitude le lien avec les stupéfiants, mais en tout cas, une quantité de stupéfiants a été trouvée sur la personne. Et ce qui remonte des services d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, c'est que effectivement, on a désormais
soit des fusillades, avec voilà, l'usage d'armes à feu, soit des violences très graves dans des territoires qui, encore une fois, étaient préservés. Pour une raison extrêmement simple, hein, encore une fois, c'est que ce sont des nouveaux marchés, ce que je disais tout à l'heure, les villes petites et moyennes, ce sont des territoires à conquérir, et donc il y a une compétition spatiale entre des groupes criminels et des groupes délinquants pour les acquérir. Ce qui est impressionnant, c'est le terme que Hélène, vous avez employé, c'est-à-dire vraiment zone blanche, hein, c'est le terme employé dans le rapport, c'est-à-dire zone blanche comme on l'a d'habitude sur les portables, c'est-à-dire que là, c'est précisé dans ce rapport de l'Office français anti-stupéfiants qu'il n'y aurait aucune zone en France où on ne peut pas se procurer de la drogue. Oui, alors, ça fait 30 ans que je fais des recherches là-dessus. Et en fait, par exemple, l'héroïne et le cannabis étaient totalement accessibles et disponibles dans les campagnes il y a 30 ans. D'accord. Simplement, il était souvent le fait de consommateurs-revendeurs qui allaient chercher une partie de l'héroïne, par exemple, à Rotterdam, et ça se passait plutôt bien. Ce n'était pas des organisations criminelles, comme on le voit. La cocaïne a cette spécificité que la plus-value, l'argent qu'elle rapporte, est un peu plus élevé que le cannabis. Donc, les compétitions sont exacerbées. Et ensuite, évidemment, à partir du moment où vous avez des organisations criminelles qui commencent à être assez puissantes, à Marseille, le phénomène nouveau, par exemple, c'est qu'ils fondent sur des villes. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui était de Marseille n'allait pas faire le coup de pistolet à Nîmes. Aujourd'hui, un clan peut avoir envie de récupérer son business, appelle la DZ Mafia, se fait aider pour monter à Nîmes, et ça donne des fusillades à coups de Kalachnikov, et parfois d'ailleurs avec des victimes innocentes. Il faut le rappeler, il n'y a pas que les gens impliqués dans le trafic qui meurent en France. Violette Lazare, on parle dans ce rapport quand même, une autre expression de contre-culture. C'est un peu une expression qu'on a entendue et qu'on entend depuis des années. C'est une réalité. Oui, juste peut-être, je vais répondre à votre question, mais juste avant d'y arriver, je trouve ça intéressant de dire aussi qu'il y a une dématérialisation il y a une espèce de RH, en tout cas, qui se fait de façon dématérialisée dans le trafic de stupes et qui explique aussi pourquoi il n'y a plus de zone blanche en France. C'est-à-dire qu'on va aller recruter, via les réseaux aussi, via Telegram, via Snapchat, etc., une espèce de masse de personnes qui sont prêtes à travailler pour le trafic de stupes, qui cherchent de l'argent, qui n'ont pas de qualification, qui viennent de Marseille, de n'importe où en France, et qui vont faire un peu un tour de France des réseaux, et qui, à partir de là, vont être aussi très vulnérables. Il ne faut pas oublier ça. Alors, certes, d'un côté, ils vont chercher de l'argent, ils vont être embauchés par les réseaux, mais après, ils vont devenir en quelque sorte prisonniers des réseaux. Et pour quelques centaines d'euros, parfois, hein, ce n'est pas des dizaines de millions, ce n'est pas ça qu'ils sont payés, ils vont être on voit à l'écran la grille de salaire, entre guillemets, hein, des petits sur les trafics de drogue. C'est ce qu'on appelle les jobeurs. Les jobeurs, voilà, le terme. Il y a un fantasme aussi là-dessus. Donc il y a des jobbers, effectivement, mais il y a aussi des tueurs. Est-ce que c'est d'autant plus facile à employer par rapport justement à cette culture que l'on développe, cette contre-culture, comme vous le disiez, sur le bling, le luxe, la facilité, l'accès facile à l'argent ? Oui, alors cette contre-culture, elle est effectivement citée dans le rapport qui est fait récemment par les autorités, là, qui a été publié ce week-end, qui a été publié, pas à destination du grand public, mais en tout cas à usage interne, par de contre-culture. Cette contre-culture, c'est un peu flou, c'est un peu vague comme terme, donc à quoi ça peut renvoyer ? Moi, pour le coup, je pense, pour avoir vu dans mes enquêtes que j'ai menées pour l'Obs, pour avoir pu voir des témoins, en fait, au cours des gardes à vue, qui disent voilà, moi c'est ça qui m'a attiré, c'est plutôt ça. Il y a cette image qui est renvoyée, je pense, par les séries, par exemple, par les films. On voit que tous, ils ont des noms de code quand ils sont sur les réseaux, justement, ils s'appellent tous avec les noms des patrons des cartels colombiens, ou alors ils font référence aussi parfois à la mafia italienne. Bien sûr. Et donc voilà, tout ça, c'est en fait un imaginaire qui... Voilà, une essence dont il se nourrit. Il y a le rap, on ne peut pas quand même nier que tous les rappeurs aujourd'hui, dans leurs clips, ils se mettent en scène. Il y a tous les codes du narcotrafic, en tout cas, qui sont... Certains, pas tous, on va dire. Pas tous, enfin, en tout cas, ceux qui sont écoutés le plus. Et puis, c'est un marché qui rapporte quand même de l'argent, hein, 7 milliards d'euros, ce marché de la drogue. Alors, comment frapper les dealers au porte-monnaie ? Catherine Vautrin, la ministre, a bien une idée. On la regarde. Je vous rappelle que narcotrafiquant, c'est pas une activité légale. Donc officiellement, ces gens-là n'ont pas de boulot. Donc officiellement, ils cherchent du boulot, ils sont au RSA. Dès lors qu'ils sont évidemment arrêtés, condamnés, on récupère le RSA, et je veux même trouver un morceau de texte législatif pour mettre de la CSG là-dessus. Moi, je veux mettre de la CSG, c'est de l'argent indûment gagné. Alors, si on impose la CSG, ça voudrait dire que le dealer, être trafiquant, c'est donc un métier. Il y a quelque chose d'assez surréaliste, là, Fabrice Risoli. Oui, alors ils sont déjà taxés à 9%.
parce que les activités illicites, depuis une quinzaine d'années, sont effectivement taxées. Le problème, c'est que sur le narcotrafic, c'est pas le bon angle, il n'y a pas que moi qui le dis, un magistrat l'a répété hier. Normalement, on a déjà procédé au maximum à la confiscation de son patrimoine. Il ne reste plus beaucoup aux impôts pour récupérer quelque chose, à de rares exceptions près. Et ça ressemble à une mesure encore du bas du spectre, priver les allocations familiales et tout. Très bien, très bien. Mais il y a des méthodes de confiscation beaucoup plus efficaces qui viennent d'Italie et qui sont pratiquées en Irlande ou ailleurs, des confiscations sans condamnation pénale des propriétaires, parce que le problème, c'est qu'on confisque très peu d'avoirs dans le trafic de stupéfiants. Ça représente à peine 10% des confiscations en général. Pourquoi ? Parce que les policiers sont obsédés par le produit, ils ne veulent que confisquer la drogue, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, il y a un déficit d'officiers de police judiciaire en France, il y a un déficit de magistrats, on a 2 fois moins de magistrats que la moyenne de l'OCDE, et donc il faut améliorer les processus de confiscation. On a proposé à Crimalt, aux parlementaires, ça a été refusé lors de la loi narcotrafic. Mathieu Zagorski, sur cette proposition de la ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors je ne vais pas me prononcer sur le taux, non, mais sur le fait qu'en effet, est-ce que c'est un métier comme un autre ? Est-ce qu'on peut ponctionner davantage ? Est-ce que c'est ce qui marche finalement ? Comment dire, le point de vue des autorités, c'est de dire que ce sont des flux financiers, ce sont des revenus, voilà. Et donc les revenus sont taxables. Après, plus globalement, évidemment que s'attaquer au porte-monnaie est l'une des méthodes qui marche, ou en tout cas devrait être appliqué. Disons que le trafic de stupes, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect vraiment voie publique, ce sont les points de deal, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle communément les fours, avec toutes les nuisances que cela engendre. C'est une organisation. Donc vous avez les petites mains sur le terrain, vous avez des semi-grossistes, des fournisseurs, des transporteurs, et puis vous avez des flux financiers qu'il faut écouler et blanchir. Et ça, c'est un angle qui est évidemment essentiel, c'est non seulement confisquer les avoirs des criminels, mais en fait vous avez tout un éventail de commerces, tout un éventail en fait de boutiques, de barbiers, de téléphonie mobile, de snacks, etc., qui génèrent très très peu de chiffre d'affaires et en fait servent à blanchir l'argent de la drogue. Et donc s'attaquer à ça, c'est compliquer la vie, c'est compliquer la vie des trafiquants. Alors, et là, je vais au-delà de la proposition de Madame Vautrin. Évidemment, les flux financiers, c'est le nerf de la guerre dans la question de la criminalité organisée. Violette Lazare, justement, est-ce que l'isolement des trafiquants en prison, c'est une bonne idée ? L'isolement en prison, en fait, le principe de la prison est quand même d'isoler normalement les personnes qui y sont détenues. On voit aujourd'hui, dans plusieurs dossiers, ces dernières années, que c'est absolument pas le cas, c'est-à-dire qu'ils jonglent avec les téléphones portables. On va s'arrêter au téléphone portable parce qu'à quoi ça leur sert ? Ça leur sert à continuer à diriger les réseaux. Même pire, ça leur sert à continuer à commanditer des assassinats. Donc évidemment que l'isolement des trafiquants en prison, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la base à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre pour plusieurs raisons. Il y a la surpopulation carcérale, il y a aussi les brouilleurs qui sont censés être installés qui ne marchent pas, il y a le pouvoir corruptif énorme des narcotrafiquants, encore une fois la manne financière qui est dégagée par le trafic permet de corrompre les agents pénitentiaires, mais aussi des greffiers, mais aussi des policiers, ce qui permet de faire rentrer en prison tout un arsenal en fait, qui leur permet de continuer leur activité. Donc oui, isoler les plus gros trafiquants en France aujourd'hui, effectivement, ça peut amener à un arrêt de leur activité. Grâce à nos archives, on va voir que le sujet n'est pas nouveau, hein, bien sûr, on l'a dit depuis le début. En 1983, la télévision française découvre que les soirées mondaines se repeignent le nez en blanc. La cocaïne, vous allez le voir, est à la mode. New York, San Francisco et aujourd'hui Paris, la vague de la cocaïne a désormais gagné la France. Et si on estime que 15 millions d'Américains en ont déjà pris, c'est près de 2 millions de Français qui en auraient déjà goûté. Cela malgré les efforts des policiers de l'Office central de répression des stupéfiants qui saisissent près de 110 kilos par an. Achetée 10 000 francs le kilo, la cocaïne est revendue sous forme de petits paquets d'1 gramme, pas moins de 600 francs. Pour ce prix-là, les consommateurs s'offrent le plaisir de manipuler les cristaux, de les écraser pour pouvoir tirer une ligne qu'ils aspirent par le nez à l'aide d'une paille. Sniffer, c'est le dernier geste à la mode dans les soirées mondaines. Voilà, nous étions en 1983, ça a un peu changé aujourd'hui, c'est normal, on est à une autre échelle, Mathieu Zagorski. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on le voit, parler aussi des consommateurs, comme l'a fait le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, notamment sur le cannabis, le joint, ça a le goût du sang, hein, ce qu'avait dit Gérald Darmanin, est-ce que ça fonctionne aussi, puisqu'on le sait, la consommation est très importante en France, on est le premier pays d'Europe. Oui, la consommation, elle est très importante, alors que sur le papier, on a l'une des législations les plus répressives d'Europe. Alors c'est vrai que ce qui a beaucoup été mis en avant en dehors des opérations place nette,
dont il a déjà été question, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. C'est le fait de sanctionner sur place immédiatement le consommateur qui vient d'acheter de la drogue ou qui est pris en train de consommer. Alors, il y a plusieurs difficultés avec ça. La première, c'est le taux de recouvrement. C'est qu'on est sur des taux de recouvrement qui doivent être autour de 30% de ces amendes. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de conditions en fait, à remplir pour que l'amende soit perçue immédiatement. Alors, il faut que la personne soit majeure, il faut que l'identité de la personne soit établie avec certitude. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'idée selon laquelle si on stoppe la consommation, si on tarit la demande, forcément, il y aura moins d'offres. Oui, c'est assez logique. La difficulté, c'est qu'encore une fois, on est face à un marché qui concerne, alors je vais faire une approximation, 6 millions de personnes si on ajoute le cannabis et la cocaïne. Sachant qu'il y a évidemment des polyconsommateurs, c'est pour ça que je dis que je fais une approximation. Il y a aussi un sujet de santé publique, de prévention. Ça ne peut pas passer que par l'attaque répressive en fait, du consommateur. Fabrice Risoli, c'est vrai, cette responsabilité individuelle du consommateur, elle est aussi à prendre en compte ou c'est anecdotique ? Non, j'y crois pas trop. Un monde sans drogue n'existe pas. J'étais chercheur à l'Observatoire géopolitique des drogues et toutes les sources nous disent que la drogue existe. Au moins, le cannabis mériterait d'arrêter sa prohibition telle qu'elle est organisée maintenant. Ça pourrait permettre un moyen de test. Les enjeux, c'est que ça ne ferait pas diminuer finir le trafic. Mais au moins, la personne qui voudrait se procurer du cannabis ne le ferait pas au niveau d'un trafiquant, et tous les pays qui ont légalisé, en gros, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui est totalement ignorée. Et puis alors, vous parliez des problèmes de santé publique. Partout où on a même dépénalisé, ce n'est pas une légalisation, on prend toujours l'exemple du Portugal, mais c'est très important. La consommation problématique, y compris de drogue dure, d'héroïne, la consommation problématique d'héroïne, a diminué. C'est dans tous les rapports internationaux, et même le chef de la police judiciaire, à Lisbonne ou à Denver au Colorado, qui était un prohibitionniste, aujourd'hui ne veut plus revenir en arrière. Oui, ça vient rapidement sur le fait de parler des consommateurs, aux consommateurs comme ça, de ne pas finalement véritablement s'adresser d'une manière aussi sanitaire presque. Est-ce que c'est important aujourd'hui peut-être d'aller sur ce volet? Est-ce que les pouvoirs publics devraient y aller? Oui, de toute façon, c'est une grosse critique qui est faite aujourd'hui au gouvernement, même au projet de loi de lutte contre le narcotrafic, qui est devenu une loi. C'est-à-dire qu'il ne prévoit absolument aucun volet sanitaire, aucun accompagnement des consommateurs, aucune explication, même des conséquences qu'a leur consommation. Et je pense que c'est vraiment un terrain sur lequel ils ne vont pas et sur lequel il ferait bien d'y aller dans les prochains mois. Très bien, c'est noté. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 pour débattre de ce sujet.